l'avenir, puisque on sait que la station Cap d'Agde va fêter ses 50 ans en 2020. Comment le maire d'Agde gère l'avenir, comment il se projette 50 ans après la mission Racine? D'abord, soyez les bienvenus dans ce palais des congrès. Merci de nous avoir choisis pour organiser ce campus de l'innovation touristique au groupe de presse Midi Libre Indépendant et Centre Presse. C'est pour nous un grand honneur parce que voilà, on est heureux de vous accueillir dans ce beau bâtiment. Ce beau bâtiment, vous avez raison de le rappeler, qui vient tout simplement réinvestir une partie à l'intérieur de cette station du Cap d'Agde. C'est une reconstruction sur d'anciens parkings, sur d'anciennes routes, où nous avons justement dégagé pour cet espace pour faire un nouveau quartier, le cœur de station, et vous avez raison de le rappeler, cette station c'est d'abord un héritage. Un héritage de nos aïeux, des premiers pionniers qui ont bâti ce Cap d'Agde, et ces premiers pionniers c'était la mission Racine, commandée par le général de Gaulle, et qui en effet a voulu construire cette station dont la plus importante était celle du Cap d'Agde. Et donc ça a été construit avec l'argent des Français. À une époque où justement on ne savait pas trop où aller en vacances, notamment pour les congés payés. Et depuis, vous avez raison, et monsieur le précisait, la station bien sûr a évolué, elle a vieilli avec l'âge, et aujourd'hui il nous incombe justement à nous, élus locaux, avec l'aide bien entendu de nos partenaires et notamment régionaux désormais, puisque la région nous a beaucoup aidé pour bâtir ce nouveau palais des congrès, et bien de repenser l'avenir de notre station balnéaire pour qu'elle reste attractive avec ces nouvelles clientèles. Et donc, le but, quelque part, c'est de faire de cette station balnéaire, qui a été bâtie sur la plage, le sable, le soleil, le naturisme, de faire en sorte que ça devienne une destination dans laquelle on est heureux de venir passer des vacances et on sera heureux d'y revenir. Et donc, il nous incombe aujourd'hui eh bien, de caractériser finalement cette destination touristique et de faire en sorte que vous le disiez, tout le monde devienne un petit peu acteur touristique. Et j'en veux deux exemples assez simples. Le Vinoca, le plus grand salon des vins à ciel ouvert désormais, qui ouvre la saison justement vers le mois de mai, mois de juin, à l'occasion de l'Ascension. Eh bien, c'est 100 viticulteurs, 100 vignerons qui viennent présenter leurs produits sur les quais du Cap d'Agde. Et ça attire les gens. Et on le voit, et on le sent, parce que ces nouvelles clientèles, elles veulent repartir avec un souvenir, elles veulent repartir avec quelque chose qui caractérise ce territoire. Et quoi de mieux que le vin, voilà. Et donc, allez, si je fais un petit résumé, il y a 40 ans, les vignerons n'étaient pas des acteurs du tourisme. Désormais, ils le sont. Voilà. Et ça, c'est un exemple. Le salon du nautisme également, qui clôture la saison. Voilà. Vendre du rêve. Vendre du rêve à des gens, montrer que le nautisme, ça se démocratise. Et qu'aujourd'hui, on peut acheter un bateau à la retraite ou avant et partir en mer. Voilà. Donc, c'est tout ça, finalement, aujourd'hui, les nouvelles conceptions touristiques. Alors, vous évoquiez finalement le statut d'acteur du territoire, du tourisme. Vous évoquiez le général de Gaulle. Il y a 50 ans, les choses étaient imposées assez basiquement. C'est ainsi et pas autrement. Aujourd'hui, ma question revient, comment le maire de cette ville intègre l'ensemble des territoires? Est-ce qu'aujourd'hui l'État, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que l'État vous donne davantage la parole, vous intègre davantage dans cette stratégie touristique mise en place sur le territoire? Alors, l'État était faiseur il y a 50 ans, l'État est plus contraignant aujourd'hui. D'abord, il y a le réchauffement climatique, qui est une évidence, et qui nous impose, bien entendu, de respecter, et donc d'éviter de gagner sur les terres. Vous voyez, quand je parlais de reconstruire la station sur elle-même, ça n'est un exemple. L'architecture, par exemple, rechercher aussi dans l'architecture la beauté, le visuel que vont voir les touristes en arrivant chez nous au Cap d'Agde. Et donc, quelque part, on est vraiment là sur une nouvelle conception, et en même temps, respecter le réchauffement climatique, c'est mettre toujours le critère environnemental à chaque fois que l'on pose un projet. Celui-ci, par exemple, est réchauffé et refroidi grâce à la thalassothermie, qui puise son énergie dans l'eau du port. Le golfe du Cap d'Agde s'est agrandi sur une ancienne décharge et réutilise de l'eau usée traitée pour arroser maintenant ses 27 trous. Donc à chaque fois qu'on pense à un projet touristique, on le pense aussi avec ce critère environnemental pour véritablement à la fois requalifier cette station, mais aussi lui donner une nouvelle dimension attractive.
Et ça, je pense que c'est important. À chaque fois que l'on pense aujourd'hui ces projets, on ne les fait plus. Voilà, il y a 50 ans, le cap s'est fait très vite. Ça a été fait en quelques années, finalement. Aujourd'hui, les projets, c'est vrai qu'on les pense beaucoup plus en amont. On les fait valider par les services de l'État et on essaie de les faire financer par nos partenaires régionaux qui ont répondu présent parce que le projet est bon. Et je pense que cet édifice en est un exemple. On évoquait l'économie bleue, l'économie verte, on en parlera avec vous Renaud, mais c'est aussi un des axes que vous-même vous avez développé sur ce territoire. Oui, et en même temps j'ai envie de dire aussi, et monsieur le disait très justement, nos stations balnéaires elles se sont peuplées depuis. Ce ne sont plus des stations vides l'hiver. Aujourd'hui il y a 7000 habitants à l'année au Cap d'Agde. Donc on ne pense plus de nouveaux équipements comme on les pensait il y a 50 ans. Ce palais des congrès, par exemple, sert à accueillir des congrès comme ce soir et comme dans les jours prochains, mais il y a également une saison culturelle qui s'y déroule pour les habitants de la ville. Et donc, en adaptant finalement les investissements publics, à la fois qui servent à attirer de nouvelles clientèles touristiques, mais aussi qui servent à la qualité de vie des habitants de la ville d'Agde, et bien là, on réunit finalement deux enjeux très importants et on permet de valoriser encore mieux les investissements publics. Est-ce que la prise de conscience, vous-même en tant qu'élu, a été immédiate ou tardive sur ce que décrit Renaud? Parce que, bon, aujourd'hui, beaucoup d'élus, et on se verdit tous, mais est-ce que quand même, sur l'écotourisme, l'économie bleue, l'économie verte, comment vous avez été convaincu de la nécessité de basculer? Alors d'abord, c'est très simple. C'est tout simplement parce que je suis né ici, que j'ai grandi ici. Et que j'ai toujours fait de la plongée sous-marine devant chez moi, et que j'ai envie que mes enfants voient la même chose sous l'eau que moi je vois depuis toujours. Voilà, je pense qu'on peut pas être indifférent lorsqu'on a grandi et lorsqu'on est né dans un territoire aussi beau et aussi riche que celui-là, sans avoir, je dirais, chevillé au corps en permanence l'idée de préserver cet environnement. Et se donner tous les moyens que l'on se donne. Alors, vous l'appelez le Nicolas Hulot du département, moi je l'appelle notre géant vert. Vous voyez, donc chacun a son surnom. Mais avoir la puissance, je dirais, du réseau, pas avoir Renaud Dupuis de la Grand-Rive, parce qu'il dit que ça fait 40 ans plus 10 ans, ça fait 50 ans que tu es dans l'écologie. On va croire qu'on a fait fondre les glaces, qu'on t'a retrouvé. Non, mais je dirais que Renaud Dupuis de la Grand-Rive officie dans cette question-là depuis toujours. Il a aujourd'hui une puissance de réseau qui met aussi la ville d'Agde en avant et qui fait qu'aujourd'hui tous les projets innovants, il le disait parce qu'il le dit avec beaucoup d'humilité, mais le futur récif artificiel de plongée sous-marine, ça va être quelque chose de totalement novateur qui attirera là aussi des nouvelles clientèles intéressées par cela. Et lorsque ces nouvelles clientèles savent en plus que l'on préserve l'environnement, moi je suis intimement persuadé qu'elles reviendront plus souvent chez nous. Et je donnais l'exemple du golfe, qui est arrosé avec de la réutilisation d'eau usée traitée. Dieu sait qu'au départ, on nous avait prédit que plus personne n'irait jouer au golf. C'est totalement l'inverse qui se passe. Aujourd'hui, tous les gens veulent venir jouer sur notre golf parce qu'ils préservent l'environnement. Voilà, donc l'environnement, pour nous, l'écologie, elle est opérationnelle. Elle est opérationnelle à tous les niveaux. Et pas uniquement, alors ce qui se voit, oui, c'est la mer, c'est nos étangs qui sont très nombreux, vous le savez, sur l'ex-Languedoc-Roussillon, et qui sont des milieux d'une richesse inouïe. Nous avons l'étang du Bagnas qui a été la première réserve protégée par l'Europe, qui est une zone de migration d'oiseaux venus d'Afrique. Voilà. Donc tout ça, je dirais, nous entoure, malgré que nous soyons la station balnéaire la plus attractive d'Europe. Et donc on voit bien que c'est compatible. Tourisme et protection de l'environnement, et en même temps, Renaud l'a pas dit, mais on fait beaucoup de sensibilisation à l'environnement, c'est-à-dire qu'à travers tous ces gestes-là, le sentier sous-marin, la découverte des fonds sous-marins à travers les clubs de plongée, ça aide aussi à transmettre un message à nos populations touristiques. Et vous le savez comme moi, je termine là-dessus, toutes les populations du nord de l'Europe, notamment, que l'on cherche aussi à attirer comme nouvelle clientèle, sont très sensibles à ce respect de l'environnement. On va y revenir.